Je vous remercie encore tous et toutes d'être là. C'était important pour moi parce que d'une part, Louis de Froidour, c'est un vieux copain. La réformation des forêts, c'était mon objet, mon terrain de thèse. Et entre-temps, ça fait déjà 7 ans, donc je suis passé sur d'autres objets, d'autres terrains, et d'autres manières de faire de la recherche. Et je suis donc très content de revenir un petit peu voir Louis de Froidour. Et puis comme je suis très content toujours de participer à la diffusion, à la médiation des savoirs vers des publics. Alors, en chemin faisant, je me rendais bien compte, en passant après Limoux, de la beauté des paysages qui sont les vôtres et de cet aspect vraiment boisé du pays de Sceaux, comme du pays de Fenouillède. Et en fait, je me disais que je comprenais peut-être beaucoup plus la réformation que je vais vous présenter en venant sur ce terrain-là, par cette route-là, précisément, en prenant en compte la topographie des lieux, en prenant en compte un petit peu les montées, les descentes, les cours d'eau, les choses que l'on lit dans les archives, mais que lorsqu'on les constate de visu, amène à réfléchir différemment sur l'aspect papier, l'aspect cartographique du XVIIe siècle. Alors, quand on parle forêt, en histoire de la forêt, généralement, on a un lieu commun, on a une représentation qui est celle d'un patrimoine immémoriel, un patrimoine de futaies cathédrales, d'endroits où on va pouvoir aller se promener, où emmener les enfants, etc. Et en fait, cette forêt immémoriale, je suis fatigué, telle que je vous la représente ici, c'est une reconstruction. En fait, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont connu ces mêmes espaces non boisés. C'est une question que je vous pose, peut-être? Non? En fait, il faut savoir que la déprise forestière, c'est-à-dire le moment où on a le moins de forêt, c'est le 19e siècle. Depuis le 19e siècle, l'exode rural fait qu'en fait, on va avoir de plus en plus de gens qui vont aller vers les villes, de moins en moins d'habitants dans les Pyrénées ou les pré-Pyrénées ici, ça marche aussi pour les Alpes, et en conséquence, beaucoup moins d'interactions avec la forêt et notamment beaucoup moins de bestiaux. Donc, on ne peut pas avoir de photographie du 19e siècle, du XVIIe siècle. Par contre, ce que l'on a, c'est des photographies du 19e siècle. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce à quoi pouvait ressembler ce même espace avec des hommes. Même espace, regardez, on a ici le mamelon. Et voilà, un siècle, donc ça c'est une photo la précédente du XXe siècle, vers 1980 à peu près, et ici une photo du service de la restauration des terrains en montagne, donc un service de l'ONF, auparavant des eaux et forêts, un service qui avait pour vocation de reboiser et protéger un petit peu les infrastructures humaines, économiques dans les vallées. Donc vous voyez que on avait un terrain extrêmement déboisé, un ravinement, ici, une inondation qui pouvait atteindre les plaines et puis surtout une forte érosion. Donc quand on parle de forêt, aujourd'hui, on n'arrive pas à se représenter vraiment ce que pouvaient être les forêts au XVIIe siècle. Il faut les imaginer comme l'antithèse de notre univers forestier actuel, c'est-à-dire des mondes pleins, des mondes vivants, des mondes très bruyants, des mondes où on pouvait avoir des charbonniers, on pouvait avoir des délinquants, on pouvait avoir des soldats, on pouvait avoir des marginaux, on pouvait avoir des souffleurs de verre, des forges à la catalane, etc. Donc des mondes vraiment très vivants avec énormément d'interactions sociales. Si vous avez une question, la moindre question, posez-la moi, n'attendez pas à la fin de la conférence. C'est où ça? Alors celle-là, c'était la question que je ne voulais pas que vous posiez. Parce qu'en préparant mon exposé, j'ai récupéré ça sur un site qu'on avait fait avec le laboratoire Géode. De mémoire, c'est du côté du Comminges. Mais je ne peux pas vous le garantir et je n'avais pas la géolocalisation de la photo. Mais en tout cas, c'est les Pyrénées. Mais c'est pas ici. Donc posez-moi les questions si vous en avez, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Donc les forêts, un monde vivant, un monde dynamique, un monde fait d'interaction sociale, de meurtre aussi, c'est une caractéristique assez forte de cet espace marginal à l'extérieur de la civilisation. De l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, la forêt, grosso modo, considérait que ça fournit à la fois l'électricité et le pétrole qui est nécessaire pour les activités de la vie quotidienne. Et que maîtriser finalement la forêt et ses produits, c'est un enjeu de premier ordre. Un enjeu d'abord pour les populations riveraines, maîtriser un espace d'approvisionnement, et puis au fur et à mesure des différents propriétaires. Ça peut être le seigneur local, ça peut être à une plus vaste échelle, et puis en dernier recours, effectivement, à partir du XIIIe siècle, du roi de France pour la partie méridionale. À partir du XVIe siècle, pour arriver à contrôler les forêts,
qui appartiennent d'abord au roi de France en héritage des forêts du comté de Toulouse, donc des comtes de Toulouse Raymondin. On va mettre en place des structures et des sous-structures pour contrôler, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire accéder au bois, rentrer en forêt et extraire des grumes. Donc il y a des officiers qui vont être soldés, payés pour pouvoir protéger, faire la police en fait grosso modo, et progressivement ils vont être dotés de pouvoirs judiciaires pour faire respecter la loi du roi dans ces forêts. Parmi les missions de ces officiers, il y a celle de créer un savoir sur ce qui ne s'appelle pas la sylviculture, puisque la sylviculture s'est inventée au XVIIIe siècle, mais en tout cas un savoir sur la manière de protéger ces bois, donc d'un point de vue judiciaire avant toute chose, mais en tout cas savoir quelles sont les essences, quelles sont les forêts, où sont-elles, à qui elles appartiennent, qui a le droit de rentrer dedans, qui a le droit de ne pas y rentrer. Ce sont vraiment des enjeux. Quels sont les antagonismes entre des populations riveraines qui veulent un droit d'usage à un endroit, et quel est le statut de ce droit d'usage? Est-ce qu'il a été remis en cause? Est-ce que, au contraire, il est toujours valable ou est-ce qu'il est caduc? Voilà. Ce sont des paramètres qui vont définir les rapports entre d'un côté des propriétaires, le roi de France, ou des seigneurs, et des usagers, donc des populations riveraines, des communautés d'habitants, éventuellement des communautés ecclésiastiques, ou plus rarement des particuliers. Ces interactions sociales, elles vont orienter la manière dont on va percevoir la forêt. Sous l'Ancien Régime, enfin, de l'époque médiévale d'abord, et sous l'Ancien Régime a fortiori, la forêt n'est jamais perçue comme un espace naturel. C'est un espace économique. C'est la première considération. Cet espace-là, il sert à faire vivre, on le perçoit comme une ressource et on le gère de manière juridique. Il n'y a pas de perception de la beauté, il n'y a pas de perception de la naturalité de l'espace forestier. D'ailleurs, c'est ce que je vous montre là, cet espace forestier, ne l'imaginez pas comme des grandes forêts, imaginez qu'un chêne qui a 6 ou 7 ans, il nous arrive à peu près au genou, ou un peu plus haut. On est sur ce type d'environnement pour une grande partie des forêts du Midi. Alors, à l'époque moderne, avec le développement de ce que l'on appelle l'État moderne, la question de la mainmise de l'État sur les forêts, dans le Midi comme un peu partout en France, va se poser de manière de plus en plus accrue. Notamment, à un moment charnière dans l'histoire moderne, c'est 1161, c'est-à-dire le moment où Louis XIV va commencer à exercer son règne personnel et où on va mettre en place un certain nombre de réformes pour bannir l'estimation, bannir l'usage, bannir la coutume et lui substituer la rationalité de la loi. Donc on va produire des codes de loi et là justement c'est ce dont je vais vous parler de la grande réformation qui va accoucher d'un code de loi qui s'appelle la Grande Ordonnance des eaux et forêts en 1669. Ce travail de rédaction de code de loi, de mise à l'écrit finalement de ce qui était auparavant de la coutume, de l'estime, ça participe aussi à déposséder les populations d'un certain type de forêt, ce qu'on appelle les communaux. Les communaux, ce sont en fait les bois qui sont gérés en commun par la communauté d'habitants. C'est un grand classique d'Ancien Régime, ça peut être la forêt, ça peut être aussi des ressources halieutiques, les poissons, les étangs, ça peut être la pollution, enfin il y a un certain nombre de choses que l'on appelle des communs, notion que l'on redécouvre d'ailleurs aujourd'hui, que ce soit en histoire ou plus largement en politique. Donc ce dont il va être question aujourd'hui, ce soir, c'est de vous présenter comment la puissance publique, c'est-à-dire l'État dans sa manifestation de protéger et approprier quelque chose, va y parvenir au XVIIe siècle, dans le Midi, par l'intermédiaire de Louis de Froidour, que je vais vous présenter un peu après. Louis de Froidour, retournons tout de même que c'est, par plus d'un point, c'est une figure qui est très intéressante pour interroger cette notion de puissance publique, puisqu'en fait, c'est à la fois un symptôme et un agent de la monarchie française. Alors, avant d'expliquer un petit peu la Réformation, on va faire un petit saut dans le temps vers les eaux et forêts. Est-ce que vous connaissez cette institution? Déjà, est-ce que ça vous dit quelque chose? Les eaux et forêts? Oui, non. D'accord. Est-ce que vous sauriez dater la naissance de cette institution? Oui. De quand est-ce qu'elle date, à votre avis? Les eaux et forêts, il y avait le conservateur. Ça date de longtemps. Et c'est depuis 1960 et les termes administrés de l'agriculture que les eaux et forêts ont disparu au fil de l'année. Tout à fait. Les conservateurs et les gardes de
C'est vrai, c'est d'ailleurs un grand enjeu lorsque l'on parle en ce moment de la reforestation et du grand plan pour planter des arbres, la question de techniciens et des gardes forestiers. Alors oui, effectivement, il y avait la conservation et l'institution des eaux et forêts, mais celle-là, c'est celle qui naît au 19e siècle. Mais en fait, l'institution dont je vais vous parler, elle plonge ses racines au XIIIe siècle. Donc, de notre côté, les eaux et forêts, à l'époque moderne, c'est une institution qui naît du Moyen-Âge. C'est une institution royale qui a différents types de pouvoirs. D'abord, un pouvoir d'administration. Elle doit gérer les sildes, elle doit vendre les bois, elle doit préparer le débardage, c'est-à-dire l'extraction de l'arbre abattu, de la grume, vers un endroit où il y aura des ventes, etc. Elle a aussi un pouvoir de police, c'est-à-dire que les gardes forestiers dont vous me parliez doivent patrouiller dans chacune de leurs gardes, c'est le terme. Lorsqu'une garde, du coup, c'est l'espace qui lui est alloué. Et quand c'est une grande forêt, on va parler de triage, donc une subdivision d'une garde. Donc ils doivent patrouiller dedans et interpeller les délinquants. Donc le délinquant, c'est celui qui va prendre du bois pour le feu, c'est celui qui va chercher les champignons, c'est celui qui va amener ses bestiaux à paître, et il doit relever l'identité, faire un PV et transmettre pour qu'on puisse après appliquer le troisième pouvoir des eaux et forêts, à savoir la justice. Donc sous l'Ancien Régime, il n'y a pas une seule justice, il y a une pluralité de justices d'exception. Et donc les eaux et forêts sont une justice spécifique, capable de juger au civil comme au criminel de tout ce qui a trait à l'univers forestier. C'est très large. Donc trois pouvoirs, administration, police et justice. C'est une administration qui, depuis le XIIIe siècle, est présente progressivement sur tout le royaume. Donc, derrière moi, vous avez la représentation en 1661 donc des grandes maîtrises, c'est-à-dire la subdivision des eaux et forêts en entités régionales. Alors, c'est une représentation qui veut bien dire ce qu'elle est, mais en tout cas, elle est intéressante pour montrer que dans le sud-ouest, il y a une très très grande maîtrise. Donc qui structurellement c'est à peu près ceci et dont les prétentions vont englober toutes les Pyrénées, donc le domaine de Navarre, le domaine du roi de France jusqu'à l'Atlantique et ont des prétentions sur ce qui devrait ressortir du Parlement de Grenoble tout à l'est vers l'Italie. Donc on a 9 grandes maîtrises et l'une d'entre elles est la grande maîtrise de Toulouse. La mission de la grande maîtrise, c'est donc on a des grands maîtres à la tête de cette institution, ça va être de juger, de vérifier que le travail administratif au sein des maîtrises particulières, donc les petites qui sont ici représentées avec les petits liserés rouges, fonctionne. Et puis, le personnel de la grande maîtrise forme le tribunal d'appel des eaux et forêts, donc ce qu'on appelle la table de marbre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme. Table de marbre, parce qu'en fait, c'était la table de marbre du palais de la Cité à la Conciergerie, donc à l'heure actuelle, où il y avait jugé le sénéchal, le connétable, le grand maître de l'amirauté et le grand maître des eaux et forêts. Et si jamais vous allez à Paris, dans la salle des gendarmes, au sous-sol, on voit encore un morceau de table de marbre qui est cloué au mur, très précisément. Donc, notre grande maîtrise de Toulouse, elle se subdivise en maîtrises particulières, celle de Castres, celle de Comminges, celle de l'île Jourdain, celle du Lauragais, celle de Montpellier et celle de Toulouse. Donc, brièvement, ces maîtrises particulières donc, vont assurer la surveillance des forêts, la police des bois, la justice, l'aménagement, etc. Quid de Quillan? À votre avis, les forêts du pays de Sceaux relevaient de quelle maîtrise particulière? Le Lauragais? Le Lauragais? Alors, perdu. En fait, sous l'Ancien Régime, l'une des grandes particularités de l'Ancien Régime, c'est que on bannit tout ce qui est rationnel. Donc, effectivement, votre réponse est rationnelle, c'est le plus proche. Mais en fait, le bureau de Quillan, qui est ici, théoriquement, il est enclavé dans la maîtrise de Montpellier en 1661, mais en réalité, il dépend de la maîtrise de Toulouse. Pourquoi? Parce que, donc là, on remonte au XIIIe siècle. Lorsque l'on crée des maîtrises particulières, on leur donne comme ressort les sénéchaussées, donc l'institution de justice. Et en fait, au XIIIe siècle, il y a trois sénéchaussées. Et donc, Quillan appartient à la sénéchaussée de Toulouse.
4 siècles plus tard, elles se sont morcelées, il y a eu des luttes de pouvoir, mais en tout cas, c'est Toulouse qui a conservé la mainmise sur ce bureau forestier. Alors, je parle d'ailleurs de bureau forestier, puisqu'en fait, il n'y a pas de maîtrise particulière, il y a une petite entité forestière qui date à peu près de 1460, qui s'appelle le bureau forestier de Quillan. C'est pour ça que je vous parlais en début de la topographie de cet espace. Un bureau forestier qui a comme objet de marquer les bois qui sont extraits par l'Aude. Donc, on va abattre des bois dans la montagne, dans les Pré-Pyrénées, on va les débarder par la rivière et on paye pour cela un droit. Et les officiers des eaux et forêts doivent marquer les bois pour prouver que le droit a bien été payé. Donc ce bureau forestier, c'est son travail, marquer les bois pour éviter que le roi ne soit spolié, soit de bois qui lui appartenaient mais qui n'auront pas été achetés, soit de bois qui appartiennent à d'autres mais qui doivent payer un droit pour utiliser la rivière. Donc on va voir à partir de 1460 une pluralité de normes être produites par la maîtrise de Toulouse et par le bureau de Quillan. Donc par exemple en 1551, il y a des règles d'afforestation, comment est-ce qu'on coupe les bois et comment est-ce qu'on les amène sur la rivière pour les débarder. En 1561, il va y avoir un règlement forestier qui va donner un barème et un tarif des prix en fonction du type de bois que l'on va couper, que l'on va devoir débarder par la rivière. On va payer un certain prix. Ce sera un prix du coup qui sera fixé. Il va y avoir plein de règlements entre 1582 et 1653, et puis il va y avoir aussi des documents qui sont très intéressants, qui sont des visites de forêt en 1598 et 1602. Alors, les visites de forêt, c'est le moment où les grands maîtres, donc les chefs de la table de marbre, de la grande maîtrise, se déplacent pour faire la tournée en fait de l'administration. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des usurpations? Est-ce qu'ils rencontrent des problèmes? Donc plutôt que les problèmes doivent remonter à Toulouse, les grands maîtres vont se déplacer aux endroits où il peut y avoir des problèmes. Donc on a comme ça 2 visites de forêt en 1598 et en 1602. Alors, marquer les bois, est-ce que c'est un travail de tout repos? Pas vraiment en fait. Donc en 1168, on sait qu'il y a dans le bureau de Quillan un lieutenant-visiteur, donc un officier chargé de contrôler les bois, vous voyez ça comme un douanier grosso modo, un substitut du procureur du bois pour tout du roi, pardon, pas du bois, pour tout ce qui a trait à l'aspect judiciaire de la chose, un garde-marteau. Est-ce que ça vous dit quelque chose, un garde-marteau? Ouais. Ah oui, mais un marteau forestier, qui est très différent. Un greffier pour la prise de notes et un garde, parce qu'on n'a jamais assez de garde de toute façon pour garder finalement les entrepôts, pour garder l'officier, etc. En théorie, il y avait aussi des capitaines forestiers, c'est-à-dire des officiers chargés de protéger des forêts royales. Lors de la Réformation, on sait qu'ils ont existé, mais on n'en trouve pas trace. Donc, comme souvent sous l'Ancien Régime, il y a une forme d'évaporation de l'officier. L'emploi n'a pas été pourvu, l'office n'a pas été pourvu, et du coup, on en a gardé une mémoire, mais on n'en a pas vu trace sur le terrain. Alors, c'est pas si facile que ça comme boulot, puisqu'en fait, ce que vous avez là, donc c'est un marteau forestier. Un marteau forestier, c'est d'un côté une fer de hachette, et de l'autre côté, un poinçon. Donc le travail, que ce soit des bois qui ont été abattus ou des bois que l'on doit abattre, c'est de les marquer. Donc avec le fer, on va écorcer la grume, et avec le côté poinçon, on va appliquer la marque du roi. Une ou des fleurs de lys que vous retrouvez ici. Donc là, par exemple, on a ici des arbres qui ont été martelés, donc on les a écorcés et on a mis la marque royale, soit parce qu'on doit les vendre, soit parce qu'ils doivent être protégés, soit parce qu'ils servent à délimiter le contour de la forêt. C'est un travail qui est dur. Si un jour vous avez l'occasion de le faire, moi je l'ai fait plusieurs fois, il faut avoir des mains quand même, pas des mains d'historien très clairement quand on fait ça, parce qu'au bout de quelques heures on commence à avoir des ampoules, ça fait mal et c'est terrible. Mais en tout cas, à l'époque, c'est un travail essentiel et un travail, comment dire,
comme souvent sur l'Ancien Régime, c'est un travail qui est symbolique. Ne serait-ce que parce que les arbres, dans une société qui est éminemment catholique, ou chrétienne plus exactement à cette époque-là, c'est vraiment l'intercesseur entre Dieu là-haut et les hommes en dessous. Donc marquer du coup un arbre avec les armes du roi de France, vous savez, le roi de France, lieutenant de Dieu sur terre, pouvoir thaumaturgique, etc. On est à mélanger de l'aspect symbolique et de l'aspect pratique. Et puis, comme je vous disais, c'est un aspect économique aussi. Donc, qui possède le marteau forestier peut éviter de se faire, peut marquer tous les bois qu'il veut et avoir un genre de totem d'immunité. Donc, avoir la possession de ce marteau, c'est quelque chose de très important. Et pour l'administration, pour le conserver, pour qu'on ne le vole pas, et pour les délinquants, se l'approprier. Et lors de la Réformation, justement, c'est ce que l'on voit. Le garde-marteau de Quillan venait d'être agressé quelques mois auparavant par des malandrins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé le marteau. Parce que c'est une forme de rébellion contre l'autorité. Il ne reste pas là-dessus. Il refait faire son marteau. Le juge-mage de Carcassonne, donc le juge-mage, c'est le lieutenant du sénéchal, donc un officier de justice, le lui emprunte. Et du coup, après, il ne veut pas le rendre. Et donc, du coup, il va pouvoir l'utiliser pour marquer lui-même les bois et toucher les gages qui sont associés, etc. Donc, lorsque Froidot arrive en 1568, le garde-marteau est en train de faire son 3e marteau de fonction. Louis de Froidot, qui est ici, est très surpris parce qu'il indique en fait que le marteau du roi, c'est une chose sacrée. On en retrouve cette sacralité finalement propre à la forêt, l'univers forestier, entre Dieu, les hommes et l'arbre comme intercesseur. Donc il y a une forme de symbolique qui se met là dans ces marteaux. Alors, pourquoi est-ce que ce bureau est important? Tout simplement parce qu'on ne peut pas débarder dans cet espace-là, qui est le vôtre, on ne peut pas débarder de bois à destination des grandes villes par le chemin. Les chemins ne sont pas carrossables, ils ne sont pas praticables toute l'année, vous me direz la rivière non plus, mais en tout cas, ça fait que la maîtrise de la rivière est vraiment très importante. Le problème, c'est que l'administration, enfin en tout cas la puissance publique, n'est pas suffisamment forte pour faire appliquer la loi du roi tout le temps. On vient de voir l'exemple du garde-marteau, mais concrètement, lorsqu'il y a un conflit qui naît à Quillan, au bureau forestier, les officiers du bureau n'ont pas des pouvoirs judiciaires suffisants pour juger. Ça veut dire qu'ils doivent faire remonter l'affaire à Toulouse. Ce qui génère un certain nombre de problèmes pour instruire les affaires, pour qu'elles soient suivies et pour que finalement elles soient suivies des faits. Donc on se retrouve avec un bureau qui est un petit peu ligoté, pieds et poings liés parce qu'il n'est pas suffisamment soutenu par son autorité de tutelle, et aussi parce que sous l'Ancien Régime, les institutions se mangent entre elles. Au même moment, les officiers de la maîtrise, par exemple, de Comminges, la maîtrise particulière donc, de Comminges qui est ici, vont vouloir casser les arrêts du bureau de Quillan. Donc ils ont beau être du même bord, ils appartiennent à la même institution, il y a une querelle de préséance, une querelle en fait pour savoir lequel est le plus légitime pour juger du fait de l'eau, et donc du coup ça induit un dysfonctionnement de l'institution qui a toutes les peines du monde à faire appliquer finalement l'objet pour lequel elle existe, donc faire appliquer la loi du roi. Donc c'est ce panorama, donc cette grande maîtrise des eaux et forêts, avec ce bureau forestier, que découvrent les réformateurs au XVIIe siècle, tout particulièrement en 1168. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Oui. Marteler les arbres, oui, mais il y avait les bornes. Alors les bornes, c'est autre chose. Alors, et les gardes des eaux et forêts, les techniciens pour le garder, parce qu'on conservait ce droit. Mais les gardes des eaux et forêts avaient le droit de délimiter les parcelles et avaient autant de pouvoir que je vais l'expert. Le garde des eaux et forêts disait la limite est là, et c'était irréfutable, c'était incontestable. Et ce qu'on observe, c'est que bon, les bornes, et de nos jours encore, oui, de nos jours, et dernièrement dans le centre régional de la propriété forestière, nous avons eu une rencontre de la Liégeoise au vélo, aux limites de l'Aude et de la Liège, vers l'Aude, Chalabre, Sainte-Colombe, voilà. Et
pas assez de bornes et que quand il y a un moucher, parce que le moucher ça vaut de l'argent, un dit c'est à moi et l'autre dit non, on va limiter là. Et dans la forêt de Bélestat, quand on route de Bélestat dans la Liège pour la Portefeuille, c'était une propriété de la famille de Lévy-Mirepoix, qui sont arrivés avec les gens du Nord pour nous assassiner à Bruxelles. C'est pour ça qu'on peut remarquer. Si on m'explique que c'est différent, moi je veux bien, mais c'est la vérité. Et dans la forêt de Bélestat, il y a les bornes partout, avec sur une place les armoiries de la famille de Lévy-Mirepoix et de l'autre un numéro pour codifier l'exploitation. Mais les bornes sont aux armoiries de la famille de Lévy-Mirepoix. Et quand on monte sur la route, il y a la maison forestière et tous les travaux, ils ont été obligés d'enlever une borne. Ils ont été obligés d'enlever une borne et ils l'ont installé à la maison forestière, ce qui fait que quand on s'arrête, on peut voir la borne. Ah oui. Voilà. Alors, je rentre. Et limite, le bornage des bois est tout aussi important que le martelage. Ah, vous allez voir tout à l'heure que c'est. Avec l'avantage de l'arbre, la borne reste. Tout à fait. Alors en fait, je ne vais pas rentrer sur la question du catharisme parce que c'est un vaste sujet et je ne suis pas du tout spécialiste là-dessus. En revanche, sur la question des bornes, effectivement, c'est un enjeu qui est crucial, que ce soit au XVIIe siècle comme au XXe siècle ou au XXIe siècle. On va voir tout à l'heure de quelle manière c'est fait. Sous l'Ancien Régime, c'est un enjeu qui est double. Déjà, si les eaux et forêts attrapent un délinquant avec un arbre marqué, la peine est de suite démultipliée. Très clairement, donc un arbre marqué, c'est-à-dire un arbre ce qu'on appelle un arbre de paroi ou un arbre d'angle, c'est-à-dire un arbre qui sert de borne. Si on se balade dans une forêt qui a été aménagée selon les prescriptions de l'ordonnance 69, il y en a encore quelques-unes, je pense qu'on peut le retrouver avec le code forestier de 1827, ces arbres-là, ils ont une forme très particulière, puisque lorsqu'on va couper les arbres, on va les laisser sur pied. Donc, ils vont prendre beaucoup d'espace, alors qu'ils vont prendre une forme très spécifique, en fait. Ils sont assez biscornus, donc on les reconnaît assez vite. Donc un délinquant qui est trouvé avec un arbre jonché et marqué, celui-là, je crois que la peine, c'est les galères, il me semble, immédiatement. Enfin, on n'en est pas juste à payer une amende. C'est quelque chose de très fort. Et dans les archives de la table de marbre, il me semble qu'il y a le plaquis. Il y a donc un procès avec un plaquis, c'est-à-dire la partie de l'écorce qui a été martelée comme pièce à conviction, où on voit encore le morceau, enfin le plaquis, donc le morceau de la fleur de lysée dessus, et avec la signature de Louis de Froidour pour authentifier la pièce. Donc oui, c'est un véritable enjeu. Jouer à changer les bornes, c'en est un. Et l'une des interactions, enfin l'une des volontés des eaux et forêts, et de Froidour en particulier, ça va être d'arriver à borner. Savoir, mais avant de borner, vous me parlez d'un temps où on sait qui possède quoi. Au XVIIe siècle, on est à un moment où personne ne sait vraiment qui possède les forêts. Et tout l'enjeu de la Réformation comme processus de domination, ça va être justement de faire la preuve de droit, comme l'on dit, c'est-à-dire que les titulaires d'un droit doivent le prouver, et si ce n'est pas le cas, grosso modo, c'est le roi qui gagne. Et c'est lui qui redevient le propriétaire. Donc il y a tout cet enjeu que je vais vous montrer là d'ailleurs maintenant, et ça participe de la manière de borner. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une réformation ? Une réformation, c'est une entreprise systémique, c'est-à-dire que c'est consubstantiel à la manière dont fonctionnent les eaux et forêts, et ça depuis le XIIIe siècle. L'idée, c'est d'identifier et de retrancher des abus pour revenir à une situation perçue comme meilleure. Traditionnellement, c'est de se dire « Oh là là, ces gens-là ne savent pas gérer une forêt, ils sont en train de la dépeupler d'arbres, on va tous mourir de disette de bois, donc il faut qu'on intervienne et grâce à notre intervention, on va récupérer les grandes futaies cathédrales avec des grandes grumes, etc. » Voilà, ça c'est à peu près l'idée générale qui parcourt la littérature archivistique du XIIIe siècle jusqu'à maintenant, quelque part un petit peu, quand on y réfléchit. Donc, la Réformation, ce n'est pas une nouveauté, c'est un héritage des Capétiens, et l'idée, c'est qu'on envoie donc à un endroit où il y a un problème, mettons ici le Midi, des missi dominici, des envoyés du maître, qui ont un pouvoir judiciaire extraordinaire et qui doivent juger et régler les problèmes. C'est vraiment leur objet.
Ça va apparaître au XIIIe siècle, ça va perdurer jusqu'au XVIe siècle, et puis ça va progressivement s'estomper parce que la partie administrative de la puissance publique va utiliser d'autres manières d'avancer ou de réfléchir sur ce qui dysfonctionne. Et puis on va rajouter aussi les éléments extérieurs comme des guerres ou des guerres civiles qui font que c'est très difficile pendant un temps à l'État de fonctionner convenablement. Donc ça disparaît dans la seconde partie de la période médiévale, ça réapparaît de manière irrégulière dans le sud-ouest jusqu'en 1625, et puis ça s'estompe jusqu'en 1161. 1161, ce que je vous indiquais, début du règne personnel de Louis XIV. Pour la première fois depuis des décennies, le royaume de France est en paix, à l'intérieur de ses frontières comme à l'extérieur. C'est le moment où Louis XIV va décider de rationaliser un petit peu les fondamentaux du royaume. Donc des codes de loi pour la marine, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pour la justice, on a pour l'esclavage, etc. et pour les eaux et forêts. Donc, c'est ce que l'on appelle, dans l'historiographie, le basculement de la monarchie d'essence judiciaire, le roi juge, à la monarchie d'essence administrative, la monarchie de papier. Le roi, l'État administre, en plus de juger. Cette opération va concerner tout le royaume de France et elle va être dirigée par Jean-Baptiste Colbert et va durer jusqu'en 1680. Concrètement, ça va se manifester par l'envoi de commissaires réformateurs dans chacun des départements forestiers afin de faire la réforme et doter la France de ce code de loi que l'on appelle la Grande Ordonnance de 1169. Donc vous voyez ici le personnel de la Réformation, alors là c'est le personnel de la Réformation du Midi, on est quand même à 200, si ma mémoire est bonne, 225 personnes qui sont mobilisées. Donc on a les arpenteurs issus de la société civile, des agrémenteurs jurés plus exactement, on a des commissaires nommés et appointés par Colbert, on a des officiers ordinaires, c'est-à-dire des gens de la justice royale, des sénéchaux, des lieutenants, etc. Et on a bien entendu le personnel forestier qui est là pour indiquer et qui est là pour guider. Donc, des opérations de très grande envergure. Le Midi, c'est vraiment la marge du royaume. Hein. C'est peu connu, il y a peu d'institutions dedans, et malgré ça, on va mobiliser plus de 200 personnes. Imaginez sur des gros terrains comme les forêts d'Île-de-France, par exemple, on mobilise des milliers de personnes. Donc c'est une opération qui est d'envergure, c'est une opération qui coûte très cher, et donc c'est une opération aussi qui doit se justifier. Je ne dirais pas qu'elle doit rentrer dans ses frais, mais en tout cas, ça n'aurait pas de sens d'un point de vue de la Réformation de ne trouver que des très jolies forêts très bien gérées. On s'attend, il y a toute une mystique de la part des forestiers, de Colbert, à s'attendre à trouver des forêts détruites. Et donc, c'est ce que vont se mettre ce qu'ont vouloir montrer les commissaires réformateurs. Donc, leur mission est simple, il s'agit d'œuvrer pour restaurer les peuplements forestiers et par là même d'éviter toute disette de bois et permettre l'autosuffisance du royaume, l'autosuffisance locale, c'est-à-dire être capable d'avoir du bois pour faire bouillir la marmite ou se réchauffer l'hiver, autosuffisance de manière étatique, entre guillemets, fournir du bois pour la marine marchande ou la marine de guerre, à un moment où le commerce transatlantique est en plein essor et au moment où vont arriver les guerres de Louis XIV, notamment le besoin de créer des marines de guerre avec du bois français, ce qui n'arrivera pas, on continuera à importer du bois, notamment du bois de Hollande. Bref. Donc, comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, l'idée de base, c'est de rationaliser et de restaurer la vieille institution des eaux et forêts. Donc, plutôt qu'une institution sur un socle médiéval qui a plus ou moins fonctionné, qui fonctionne plus ou moins, on va la rationaliser, on va réagencer les maîtrises particulières, on va lui fournir d'un meilleur personnel, on va mieux former le personnel, etc. Donc, il y a cette volonté vraiment de montrer la puissance royale, donc d'affirmer la mainmise de la puissance publique sur la ressource. Et ce faisant, on va en profiter aussi pour montrer les muscles de l'État sur des populations qui sont assez éloignées finalement des centres de pouvoir. Ici, on est très très loin de Versailles. Mais ça vaut aussi pour Toulouse, ça vaut pour Montpellier, ça vaut pour Bordeaux, etc. On est sur des espaces où on connaît mal la puissance publique. Alors, pour y arriver,
Dans notre partie méridionale du royaume, l'opération va débuter en 1665 et elle va prendre véritablement son essor avec l'arrivée de Louis de Froidour en 1166. En 1165, ce sont les intendants de Languedoc qui s'en occupent. Les intendants sont les représentants du roi dans la province et ils doivent faire ça avec plein de choses et donc du coup ils n'y arrivent pas. Donc on envoie un spécialiste et ce spécialiste c'est Louis de Froidour. Alors Louis de Froidour, on va s'arrêter un petit moment, c'est vraiment la figure de proue de l'opération, c'est l'un des précurseurs de la sylviculture, c'est surtout un archétype, c'est un archétype du représentant de la puissance publique. Il est jurisconsulte, c'est-à-dire qu'il a une formation de juriste, il maîtrise en fait le droit forestier, mais aussi le droit général, le droit criminel, le droit civil, etc. C'est un homme qui est très volontaire, et ça c'est très important quand on est représentant du souverain. C'est un homme aussi qui est un expert forestier, il vient du Nord, donc c'est un homme qui vient de la Fère, en Picardie. Et en Picardie, les eaux et forêts n'existent pas. En fait, on est lieutenant de bailliage, et ce faisant, on est aussi lieutenant de la forêt. Donc on fait les deux à la fois. Donc c'est un véritable expert forestier, il ne perçoit pas seulement la forêt, lui, d'un point de vue économique ou judiciaire, mais il le perçoit aussi d'un point de vue naturel, avec des très gros guillemets, mais en tout cas avec une réflexion sur comment ça pousse un arbre. C'est pour ça que c'est l'un des précurseurs de la sylviculture. Avant lui, on ne se posait pas réellement la question, en tout cas on n'écrivait pas réellement là-dessus. Et puis surtout, c'est un homme de main de Colbert, c'est un homme lige de Jean-Baptiste Colbert. Donc c'est le représentant personnel de Jean-Baptiste Colbert dans le Midi. Ces caractéristiques vont lui permettre de façonner la Réformation à sa guise. Alors, on n'a pas de représentation iconographique de Louis de Froidour, malheureusement. Donc, la seule chose que l'on connaît, c'est sa signature. Et il est écrit très très mal, malheureusement. Et il y a quelques années, j'ai pu faire une bande dessinée. Et donc, l'ami qui a dessiné, on a essayé d'imaginer à quoi pouvait ressembler Louis de Froidour. Donc, une représentation juste fondée sur la réception de ses écrits, et absolument pas sur les caractéristiques physiques de ce personnage. Mais j'aime bien la montrer. Ça permet un petit peu de montrer, d'imaginer le personnage. Donc, qui est Louis de Froidour? C'est un gentilhomme de la petite noblesse picarde. On ne sait même pas si c'est vraiment un noble. Les enquêtes de noblesse là-dessus sont assez peu concluantes. C'est un homme qui est caractéristique d'un certain degré d'officier de cette époque-là, c'est-à-dire que c'est la bourgeoisie d'office qui gravit progressivement les échelons dans la fonction, ce qu'on appellerait la fonction publique. Il a fait ses armes de sylviculteur, enfin presque sylviculteur, et d'officier forestier à la Fère sous la houlette de son père. Et l'accélérateur de carrière qui va être le sien, c'est qu'en fait, il va rencontrer Jean-Baptiste Colbert au moment où Jean-Baptiste Colbert est l'administrateur des forêts du cardinal de Mazarin. Ils vont se retrouver à travailler main dans la main pour réformer en fait ces forêts du côté de la Fère. Et leurs destinées vont après s'éloigner, il va rester à la Fère. Et puis Jean-Baptiste Colbert, donc du coup, va devenir surintendant des finances et la cheville ouvrière de la Réformation à partir de 1661. La Réformation, comme je vous le disais, c'est d'abord le fait des intendants. Et on leur adjoint du personnel spécialisé. Donc au départ, Louis de Froidour devient le procureur de la Réformation d'Île-de-France. Il est recommandé par Jean-Baptiste Colbert et c'est important parce que la réformation des forêts d'Île-de-France, ce sont de très grosses forêts, beaucoup d'enjeux financiers, beaucoup de malversations et beaucoup d'opposition nobiliaire. Il y a de très grands nobles, les premiers nobles du royaume qui sont là et qui peuvent s'opposer concrètement, physiquement, économiquement, tout ce que l'on veut, politiquement, socialement, aux envoyés du roi. Donc il faut quelqu'un qui soit capable, qui soit versé à la fois dans l'art de la forêt, dans l'art de la justice et qui est suffisamment de répondants pour ne pas se laisser intimider. Là-dessus, il s'en sort visiblement très bien puisqu'il va tout simplement démettre et poursuivre les deux grands maîtres qui sont deux grands nobles de la noblesse d'Île-de-France. Partant de là, la réformation du Midi patine et du coup Jean-Baptiste Colbert va le commettre comme commissaire réformateur aux côtés des intendants. Donc on aura 3 commissaires réformateurs pour mener la réformation du Midi et dans les faits, c'est Froidour qui fait 90% du boulot à égalité de statut avec les deux autres. C'est une très grosse ascension sociale pour un homme qui vient de la bourgeoisie d'office, qui est à peine, enfin, il a ses quartiers de noblesse qui sentent la peinture fraîche, quoi, hein. Donc on est quand même sur une grosse ascension
ascension sociale, qui est celle d'un homme justement avec des compétences bien délimitées que je vais vous présenter. Et donc il va se retrouver à gérer la Réformation. De 1666 à 1673, il va donc parcourir l'intégralité de cet espace, à cheval, en carrosse, il va se casser une jambe, il va tomber, et il va laisser énormément d'écrits, il va être menacé, on va tenter de l'assassiner, enfin c'est toute une épopée. Si jamais, d'ailleurs j'y pense, ce personnage vous intéresse, il a laissé des lettres extraordinaires sur son voyage dans le Comminges, où il décrit en fait, avec ses yeux d'homme du Nord, ce qu'il voit de cet espace méridional qu'il ne connaît pas. C'est assez fascinant. Donc pendant plusieurs années, il va s'occuper de réformer, et puis une fois que c'est terminé en 1672, il va être commis ailleurs, faire d'autres réformations, avant de revenir comme grand maître de la grande maîtrise d'eaux et forêts qui est ici. Alors c'est pas une récompense. Pendant longtemps, on a pensé que c'était une récompense de la part de Colbert, puisqu'il n'achètera pas sa charge. En fait, c'est tout simplement la manière dont l'administration tient les provinces. On place à des endroits clés des hommes capables qui sont des fidèles. Donc, Froidot étant le plus capable de cet espace-là, le connaît le mieux, il a recruté le personnel forestier, donc on va le mettre sur place ici. Donc pendant plusieurs années, il va faire ce travail. Que voit-il ? À son arrivée, il y a un gros problème, c'est que l'administration forestière n'a pas d'archives. Il n'y a pratiquement rien. Et il décrit en fait un petit cabinet dans les locaux du Parlement de Toulouse, où il y a des papiers qui sont bouffés par les rats. Et donc c'est le terme, mangé par les rats plus exactement que bouffé par les rats. Et le premier acte qu'il va faire, ça va être de trouver un menuisier pour faire des armoires fortes. Donc qui sont surélevées, qui vont être fermées à clé, et où on va pouvoir ranger les archives dedans. Voilà, il disait, les papiers sont resserrés dans un cabinet fort obscur et fort humide où ils se pourrissent et sont mangés des rats. Voilà, très précisément la phrase de Freud. Donc, pas d'archives, un personnel qui ne connaît pas vraiment son objet, ne connaît pas vraiment ses forêts, donc il ne sait pas, il ne comprend pas vraiment comment fonctionne cette maîtrise, qui est à la tête des forêts, comment est-ce qu'on fait les ventes, comment est-ce qu'on juge, etc. Donc le premier travail que va faire Louis de Froidot avec son procureur du roi qui est Julien Héricourt et son greffier qui est Valentin Priou, ça va être de récupérer les archives. Où est-ce qu'on récupère les archives ? Eh bien on va aller dans tous les sièges de justice, c'est-à-dire le Parlement de Toulouse, la Sénéchaussée de Toulouse, celle de Rodez, etc., etc. Le but du jeu, c'est de voir tous les procès qui ont été produits et qui parlent d'une forêt. Donc on commence par là pour se faire une idée. On va ensuite interroger les officiers qui sont sur place, pour savoir quelles sont leurs missions, depuis quand ils sont là, quels sont les problèmes, comment ça se passe. Ensuite, il va interroger la famille des officiers morts. Puisqu'en fait, sous l'Ancien Régime, pourquoi il n'y a pas d'archives ? Parce que les titulaires, une fois qu'ils sont morts ou qu'ils ont lâché leur office, ils partent avec les papiers. Donc ce sont des papiers de famille. Donc le but du jeu, ça va être de les récupérer. Ça va prendre du temps, et une fois que c'est terminé, il fait un premier inventaire des eaux et forêts. Alors, qu'est-ce qu'il observe ? Il observe que l'institution fonctionne. Ça, c'est déjà un élément caractéristique. Il y a des degrés de délabrement plus ou moins avancés, il y a des composantes qui se font la guerre les unes avec les autres, mais traditionnellement, ça fonctionne, c'est-à-dire que ça fait des ventes un peu de bois, et ça a un pouvoir de police, et ça a un pouvoir de justice. Donc, on protège certaines forêts, et on juge quand des délinquants s'en prennent à ces forêts. Il découvre aussi qu'il y a des pactes qui ont été passés depuis d'ancienneté entre le souverain et les populations. C'est-à-dire qu'en fait, à la différence des forêts d'Île-de-France, le Midi, il n'y a pas de réserve de chasse royale. Ce qui pouvait être par exemple le cas de Versailles. Le parc de Versailles, c'est avant toute chose une grande réserve de chasse. Ce n'est pas le cas ici. Donc les populations ont des droits d'usage, c'est-à-dire la possibilité de chasser, de prendre du bois de chauffage, de prendre du bois de construction, récupérer, que sais-je, amener les bestiaux, récupérer les fruits de la forêt. Plein de droits qui ont été octroyés par les agents du roi au fil du temps, depuis le XIIIe siècle. Ou alors qui sont encore plus anciens, qui peuvent dater du XIIe siècle par les représentants du comte de Toulouse. Donc il y a ces pactes-là, et la gestion de ces usages est gérée par des structures et des sous-structures, c'est-à-dire qu'on appellera des capitaineries, des gardes ou éventuellement des triages. Bon, une fois qu'il a trouvé ça, il se rend compte que ça ne suffit pas quand même à faire une institution. Donc le but du jeu, ça va être de superposer à cette première institution, cette proto-institution, d'autres cadres plus résilients, plus dominants, et qui vont pouvoir imposer un autre rapport de force aux populations du Midi.
C'est son travail. Alors, cette réformation, elle comporte plusieurs phases. Les chevauchées, l'instruction et les règlements. Ce sont des phases qui sont saisonnières pour une simple et bonne raison, c'est qu'on ne peut pas vraiment visiter les forêts dans les Pyrénées en plein hiver et qu'on ne peut pas non plus convoquer des populations, des communautés d'habitants à venir en plein hiver, se déplacer des Pyrénées à Toulouse ou à Montauban pour apporter des justificatifs. Donc, ils vont se fonder sur les phases saisonnières. Donc les chevauchées, c'est la belle saison. C'est l'été et c'est jusqu'au, encore un peu l'automne et jusqu'au début de l'hiver. On va y faire des visitations et des opérations d'arpentage. Ensuite, l'hiver, c'est l'instruction, c'est-à-dire comment on va préparer, on va reprendre toutes les archives que l'on a produites sur le terrain et on va préparer les procès. Enfin, le printemps, c'est le moment où on va tenir ces procès, donc 2500 procès qui vont se tenir sur 1866 à 1872. Alors concrètement, comment ça se passe? On va rentrer dans le détail. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Ça va? Ok. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces archives et qu'est-ce qu'on trouve dans notre maîtrise de Quillan? Puisque oui, avec Froidour, on passe d'un bureau forestier à une vraie maîtrise. Donc, dans les archives que va produire Froidour, au ce moment où il va donc faire l'instruction à tous les procès et rédiger les règlements forestiers, on peut donc délimiter le nombre de forêts, le nombre d'arpents et la destination de la maîtrise. Donc, ce que constate Louis de Froidour, c'est que la maîtrise de le bureau forestier de Quillan fonctionne mal. Et pour que ça fonctionne mieux, parce que ça a un vrai rôle social, il faut créer une maîtrise. Donc dans cette maîtrise de Quillan, qui est créée à ce moment-là, il va y adjoindre 111 forêts, donc 41 forêts qui appartiennent au roi. Elles font à peu près 415 hectares de moyenne et c'est un global de 50 000 hectares. Ce n'est pas la plus grosse maîtrise de la région, ce n'est pas celle qui a le plus de forêts, la plus grosse superficie, mais c'est une maîtrise dont le but du jeu va être d'extraire les grumes à destination de la plaine. Une autre maîtrise aura ce type de destination, celle de Comminges, mais cette fois-ci ce sera pour approvisionner la plaine toulousaine, alors que Quillan ce sera pour approvisionner la plaine de l'Aude et surtout la marine. Il y a tout un objet de créer des anténones, des rames, des mâts pour la marine marchande et la marine de guerre de Méditerranée. Alors, une fois qu'il a fait ses visites, une fois qu'il a fait ses règlements, Froidour va tout regrouper. Et c'est sans doute la plus grande œuvre, le plus grand legs de Louis de Froidour, c'est qu'il va être un véritable psychorigide de la conservation des archives. Sans doute parce qu'il a été marqué par le fait qu'il n'y en avait pas. Donc, dans ces grosses armoires, il va ranger, classer, indexer 2200 procès. Donc, ce sont les communautés qui se sont déplacées à Toulouse et à Bordeaux et à Montauban pour défendre leurs droits. Donc, 2200 procès. Alors, un procès, c'est quoi? Ça peut être ça, juste une sentence sur 4 pages, ou ça peut être ça, de conflits judiciaires qui peuvent remonter à l'Antéchrist, grosso modo. 2200 procès, 1000 plans forestiers qui vont être produits par la Réformation pendant les visites, et plus de 1700 procès-verbaux de visitation de forêt, puisqu'en fait toutes les forêts n'auront pas la chance d'être pourvues d'un plan. Certaines vont en avoir et d'autres pas. Et puis enfin, on aura 34 registres qui vont synthétiser maîtrise par maîtrise les données des procès. L'ensemble, c'est... Pardon, ça vous a réveillé, je pense. L'ensemble représente 27 mètres linéaires. Donc, 27 mètres linéaires, donc des armoires de 2 mètres de haut sur 27 mètres de long. C'est le fond de la Réformation de Froidour aux archives départementales de la Haute-Garonne. Alors, cet ensemble-là donc, se divise en 2 parties. Les dossiers, donc, où on a tout ça, les procès, les plans et les procès-verbaux, et les registres synthétiques.
Ce qui est intéressant, c'est que Colbert, qui pilote l'opération, demandait à ce que l'on envoie ces synthèses, ces registres à Versailles pour qu'ils puissent justement en prendre connaissance et avoir cette vraie base de données classée, indexée, pourvue d'un appareil de recherche. Et en fait, quand il reçoit quand il les reçoit, vous voyez, il dit qu'il avait le dessein de mettre ce travail dans sa bibliothèque, mais que c'était grosso modo une multiplicité de trop nombreux volumes inutiles qui lui en a ôté l'envie, et qu'en fait Louis de Froidour n'a été vraiment pas très économe sur le papier, puisqu'en fait c'est 32 ou 34 registres, et ils auraient pu tenir selon Colbert en 3 registres si on avait écrit plus petit et qu'on n'avait pas pris de marge. Alors oui, il a raison, sûrement. Mais je dois admettre que moi j'étais très content d'avoir des grands registres avec des grandes marges. Alors à quoi ça sert les marges? Ça sert aussi, je parle sous le contrôle de Madame la directrice, à éviter de se faire grignoter par les rats. Donc on a des mémoires bien écrits, bien aérés, c'est un régal. Donc ces mémoires, voilà, ça représente 17% du fonds en termes de cotes, et le reste, la grosse majorité, ce sont les dossiers de la Réformation. Alors, ces registres, c'est à la fois la synthèse de la Réformation et ça sert aussi de mode d'emploi pour installer les administrations des maîtrises. Donc, chaque exemplaire est copié 2 fois. Il y a un exemplaire pour Froidour, un exemplaire pour la table de marbre et un exemplaire pour chacune des maîtrises particulières. Le but du jeu, c'est de démultiplier l'information pour ne plus la perdre. Et puis, au milieu de tout ça, il y a les registres aussi de Jean-Baptiste Colbert qui ne sont jamais restés à Versailles, qui sont redescendus et qui sont cotés ailleurs. Donc, on a, c'est d'ailleurs très rigolo, plusieurs versions d'un même registre. Qu'est-ce qu'on a dans nos dossiers? Voilà à peu près ce que l'on peut trouver pour chacun des procès que l'on a dans ces dossiers. Si c'est une communauté laïque ecclésiastique, on va avoir tout ce qui a trait à la possession foncière. Des baux à fief, des inféodations, des chartes de coutume, tout ce que l'institution royale a pu produire comme production ou conservation de droits, donc des lettres patentes par exemple, ou des arrêts judiciaires, des procédures judiciaires des eaux et forêts, des appels, s'il y a eu des procès qui sont tenus et des procès qui ont été déboutés. Voilà, donc on trouve tout ça. On va trouver aussi les dossiers du personnel forestier qui sont très intéressants pour comprendre un petit peu les us et coutumes et les manières d'interagir entre les forestiers, les gardes forestiers et les communautés riveraines. Donc les auditions, où on pose toutes les questions possibles et inimaginables aux forestiers en leur demandant mais comment est-ce que vous gérez, comment ça se passe quand vous croisez un délinquant, est-ce que vous connaissez les délinquants les plus féroces de la région, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sous les verrous, voilà, ce genre de choses. Et finalement, c'est aussi une manière pour Froidour de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire conserver les gardes forestiers comme une vraie compétence sylvicole ou capable de s'imposer dans leur forêt et révoquer les autres qui ont toutes les peines du monde, qui sont là juste pour toucher leur gage. Et puis on a aussi, ils sont peu nombreux, des dossiers liés à des particuliers. Donc des particuliers qui vont posséder des moulins, qui vont posséder des forêts. Ça peut être un médecin qui vit en ville, qui possède une forêt. Voilà, donc on va retrouver aussi des pièces justificatives. Tout ça, ça permet vraiment d'avoir une vraie photo. Une photo à l'instantané de la vie forestière à un moment donné. Alors c'est génial, c'est aussi un peu trompeur parce qu'on a l'impression qu'il se passe plein de choses parce que tout est regroupé au même moment. Alors qu'en fait, c'est des choses qui se passent sur des années. Dedans, à côté de ces pièces qui sont produites par les populations pour justifier leurs droits, faire la preuve de droit, on trouve les pièces qui sont produites par la Réformation. Le premier d'entre eux, alors on revient à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est le procès-verbal de visitation. La visitation, c'est le moment où Louis de Froidour arrive avec sa suite et fait sa chevauchée. Donc vous vous souvenez, la belle période, il a fait annoncer à son de trompe son arrivée, donc il a convoqué les consuls des lieux riverains, les propriétaires des tenures adjacentes, l'administration forestière qu'il y en a, et tout le monde se retrouve à un lieu dit à un moment et doit expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette forêt. Qui possède quoi? Est-ce qu'il y a des problèmes? Une fois que c'est fait et que Froidour a pris connaissance des archives s'il y en avait, ils font la visite. Donc Louis de Froidour et sa suite rentrent et regardent qu'est-ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'ils voient ici?
il voit ici les abrutissements. Alors, des forêts qui ne sont pas abruties, ça n'existe presque pas à l'époque. Donc, les abrutissements, ce sont les dégradations qui ont été faites par la dent dure et la laine des bestiaux. C'est-à-dire, ils ont mangé les rejets, ils ont mangé l'écorce. Et en fait, les ovins et les caprins sont vraiment les premiers déprédateurs des forêts à cette époque-là. Il faut imaginer qu'en fait, il y a des troupeaux de milliers de bêtes qui paissent en continu dans ces forêts, que ça, effectivement, ça fait un peu des ravages. Donc là, effectivement, on a des abrutissements. Il va trouver des bœufs, des vaches, des moutons, des brebis, des chèvres. Et puis, voilà, il se rend compte qu'il y a un capitaine forestier, donc un officier forestier, et il doit justifier pourquoi il y a autant de bestiaux. Il explique que la forêt sert d'herbage. Donc on a affermé, on a vendu au plus offrant la possibilité pour une année d'amener ces bestiaux à l'ombre pour manger les fruits de la forêt. Donc les procès-verbaux de visitation, qui ne sont pas des pièces très scientifiques, mais qui donnent une explication de la vie d'une forêt. Question d'interaction sociale, d'interaction hommes-animaux aussi, à cet endroit-là. Une fois que c'est fait, Froidour peut faire le bornage, mais c'est pas systématique. Il le fera sur les forêts royales, il ne le fera pas forcément pour les forêts des communautés d'habitants ou des particuliers. Le bornage, là, ce sont les officiers qui vont faire un relevé, qui vont suivre le pourtour de la forêt. Vous voyez, donc, tenant du côté du septentrion, donc du nord, les terres du consulat de la Ville-Dieu, donc là, on est à côté de Montauban. Du midi, donc au sud, on a les bois et terres d'Escatalins. Donc voilà, donc là, on est sur une représentation, une représentation de la forêt dans son environnement. Mais ce n'est pas le procès-verbal d'arpentage. Le procès-verbal d'arpentage ou de mesurage, ça vient après. C'est la troisième partie. La visitation sert à comprendre la forêt, le mesurage à la replacer dans son environnement, le bornage à la placer dans son environnement, et l'arpentage, c'est celui-là où on va placer les bornes, où on va pouvoir délimiter les arbres. Un élément intéressant, c'est qu'il n'existe pas d'arpenteur forestier dans le Midi à l'arrivée de Froidour. Donc, ils ne savent pas faire un arpentage de forêt. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par exemple, s'il y a une pièce de forêt qui est sur une pente, ils ne sont pas capables d'estimer la surface convenablement. Donc on a des erreurs de triangulation tout simplement. Ils ne sont pas capables aussi de comprendre le langage des forestiers. C'est-à-dire que la forêt étant une ressource économique, ça n'intéresse pas les forestiers de savoir qu'on a trouvé de l'érable ou du coudre. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de l'essence utile, du chêne, du hêtre, éventuellement du sol, pour faire des anténols. Ça signifie que tout ce qui n'est pas utile, c'est ce qu'on appelle du bois blanc. Donc j'ai des procès-verbaux en fait où Froidour récupère donc dans les dossiers, il récupère les procès-verbaux d'arpentage des agrimanceurs jurés, donc des gens qui sont habitués à faire des mesurages de pièces de terre, de pièces de labour, et il va biffer et remplacer. Il va imposer son propre vocabulaire, sa propre catégorie d'analyse. Et lorsque ces procès-verbaux sont après recopiés dans les registres, alors ce sera avec le vocabulaire de Froidour. Et ce faisant, il y a un transfert d'informations qui se fait du nord vers le sud, de Louis de Froidour vers les agrimanceurs jurés qui deviennent progressivement des agrimanceurs forestiers. Lorsque les forêts sont de grande taille, qui sont des forêts royales notamment, on ne va pas se contenter de faire le bornage. On va aussi mesurer l'intérieur et dire qu'est-ce qu'il y a, quels sont les âges des arbres. Vous voyez ici qu'on a trouvé 42 arpents et demi, donc quel type de bois, du chêne, du faux, du coudre et du houx, quel âge, 30 à 40 ans, bien planté et endommagé de quelques délits. L'idée étant justement de préparer ce faisant les coupes de bois qui vont venir une fois la réformation de cette forêt achevée. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble ? Ça, c'est le plan de la forêt de Sivins, dont vous avez entendu parler, j'imagine. Donc, la forêt de Sivins, dans le Tarn, c'est le plan dressé par la Réformation. Donc, vous voyez que donc ça complète le procès-verbal d'arpentage. On a ici la délimitation, donc ça, ce sont les distances entre deux bornes. Donc ça, c'est un angle sortant, ça c'est un angle rentrant, un angle sortant. On a ici un grand chemin, on a ici un pré. On a ici, en fait, tout ce qui est inamovible, tout ce qui peut servir de bord. Ah ben non, on peut pas carotte le ruisseau. En tout cas, à l'époque, on n'y arrivait pas encore. Maintenant, c'est autre chose. Mais l'idée, c'est d'arriver vraiment à montrer qu'on a des grosses bornes qui ne bougeront pas.
Voilà, donc à l'intérieur de la forêt, on va montrer aussi s'il y a des ruisseaux ou des petits lacs, les grands chemins. Et puis si on a de la chance, alors là j'ai pas choisi ce plan-là, mais j'aurais pu vous le montrer, on a généralement les différents triages, donc les différents quartiers de la forêt qui sont mentionnés. L'idée étant, c'est que si on veut mettre un quartier en coupe réglée, voilà, on sait par où il faut commencer. Ça sert donc à préparer l'aménagement forestier et ça sert aussi à protéger la forêt. Imaginez aussi qu'en plus des bornes qui sont ici, on a des levées de terre. Donc on a des fossés qui ne sont pas des fossés de drainage, mais des fossés dont on a relevé la terre à l'intérieur de la forêt. Donc en fait, il y a à peu près 1,50 m, je pense, ou 2 mètres entre le bas du fossé et le haut de la levée de terre. L'idée étant justement de gêner un petit peu le débardage frauduleux des grumes, donc le vol de bois, et puis surtout d'empêcher la dépaissance des bestiaux, puisque notamment dans le Midi, on a des caprins et des ovins qui ont une corde avec un bâton entre les pattes pour les empêcher de partir trop loin. Donc ce faisant, le fossé les empêche de rentrer. Donc ça c'est la première fonctionnalité de cette défense, c'est une vraie polyurcétique. Et puis si jamais on a des endroits dans la forêt qu'on veut vraiment préserver, on refait la même chose, on refait un fossé et on remarque les arbres, ce qu'on appelle le quart ou le tiers en réserve dans la forêt. Parfois on a de la chance, c'est pour ça que je vous ai pris ce plan-là, parce qu'on a des plans d'avant. On a des plans d'avant la réformation de Froidour. Et la forêt de Sivens, il y a un plan qui a été fait en 1616. Alors c'est assez génial parce que, bon, je vous passe les détails, on retrouve quand même la même topographie. Vous voyez que ça n'a pas vraiment changé. On retrouve vraiment, c'est plus affiné. Il y a quelque chose qui est assez génial, ce sont ces représentations. Vous savez ce que c'est, ces dessins? Qu'est-ce que ça représente? Hein? Non. En fait, ça représente les arpenteurs du coup de cette époque-là représentent visuellement ce qu'ils observent. Donc en fait, ce que vous avez là, c'est une représentation de ce qu'ils ont sous les yeux. Donc c'est ça une forêt au début du XVIIe siècle. C'est-à-dire éventuellement des baliveaux, donc des arbres qui ont servi de marqueurs, ou des arbres qui sont trop vieux, qui n'ont pas été coupés, qui ont été ébranchés. Donc on peut les couper pour avoir du bois de chauffe. En dessous, on a un taillis qui est recépé, du coup, qui repousse. Donc c'est très beau parce que ça montre vraiment que les forêts du XVIIe siècle ne sont pas du tout celles qu'on peut observer en venant ici, quoi. Il y a cette forêt-là, alors on retrouve la topographie spécifique de Sivens aussi. Il y a d'autres plans aussi où ils montrent des arbres en forme de pommier, qui est vraiment la caractéristique, c'est-à-dire que soit nos arbres de l'époque sont ébranchés, donc comme ils sont ébranchés, le soleil peut passer, donc la régénération se fait dessous, soit au contraire, on les a laissés au milieu de nulle part, et du coup, ils ont une forme de pommier. Ils sont tout ronds, ils ne sont pas gagnés en hauteur, donc ils sont avec un tronc assez large et puis des rames. C'est assez joli. Ça, c'est des richesses qui sont assez rares dans le fond de la Réformation. Et on a encore plus rare, je vous l'ai sorti, ça c'est assez génial. Donc la forêt royale de Turès. Donc là on est à Pampelonne dans le Tarn, dans l'Aveyron, pardon. À votre avis, où est la forêt là? Sur les côtés? Ouais. Non, la forêt c'est tout ça. C'est tout le méandre. Et en fait, la forêt, en réalité, quand on lit le procès-verbal, on se rend compte qu'il y a des pièces de terre, qu'il y a beaucoup de rocailles, qu'il y a un petit peu des arbres. Et la forêt, c'est avant toute chose, quand dans les archives, c'est une perception juridique. Est appelée forêt une pièce de terre qui a porté les arbres à un moment, mais qui n'en porte plus forcément aujourd'hui. Enfin, au moment de l'écriture. J'ai un capitaine forestier qui est capitaine de la foresterie de Godelon, qui n'existe plus depuis l'époque médiévale. Mais il a toujours ce titre de capitaine forestier d'une forêt qui a complètement disparu. C'est pas antinomique. C'est où ça, monsieur Touriès? Pardon? Touriès, c'est où? C'est le consulat de Pampelonne. C'est dans l'Aveyron. C'est limitrophe entre le Tarn et l'Aveyron. Pas loin de Rodez.
Voilà, et je vous ai quand même sorti un plan forestier du coin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Quintillan. Voilà, donc Froidot étant passé par ici. Alors, ça c'est une caractéristique des arpenteurs, des frères Ray. Ils représentent souvent les villages. Ils refont des coupes cavalières de ce qu'ils observent. Donc c'est ici. Et là, on a le plan. Alors, il faut savoir qu'en fait, le travail de cartographie et d'arpentage et de mesurage n'est pas le même quand il s'agit d'une forêt royale qu'il faut avant toute chose préserver de l'usurpation et préparer pour la coupe d'une forêt qui appartient à une communauté d'habitants. Le bornage est moins précis, on ne doit pas préparer les coupes. Et en fait, et encore ça c'est un joli plan, mais dans l'ensemble c'est plutôt une représentation qui va bannir l'estime, qui va bannir la coutume. Et juste pour dire, la légitimité est dans le bout de papier et non pas dans ce que vous connaissez et vous transmettez de bouche à oreille. Et du coup les plans ne sont pas du tout les mêmes. Il y a vraiment un travail moindre qui est effectué sur ces plans des communautés d'habitants. Pardon? C'est dans les Corbières. Peut-être. Oui, ok. Du champ et du montoche. D'accord, ben, du coup, ça appartient à la maîtrise. Qui avait été posé par Colbert à Ménélisineux pour ces arbres-là, servi de mât du bateau. Ah, c'est fort probable. C'est vraiment la destination. Après, par la suite, la voie a disparu, les feux sont passés par là, l'exploitation agricole est passée par là, mais au départ, quand Colbert a fait son travail forestier à travers la France, dans la forêt de Troncé. Oui, tout à fait. On parle de Colbert dans la forêt de Troncé, mais il y a Colbert à Montoche, avec ses résineux pour les mains. Et Quintillan, c'est juste à côté, c'est cette zone-là. Oui, tout à fait. Mais alors, il y a quand même une forme de mystique de Colbert et de la marine. Pendant très longtemps, on a pensé que la Réformation, c'était fournir des mains pour la marine. C'est vraiment l'image d'Épinal qui colle à cette opération. Dans les faits, elle en a fourni assez peu. Enfin, toute proportion gardée, bien entendu. Mais c'est pas le vrai objet de cette Réformation. La Réformation, le but du jeu, c'est d'imposer la puissance royale à des populations qui la connaissent assez peu. Et puis, c'est une énorme entreprise à cash. En fait, quand on voit l'argent les amendes, les restitutions d'usurpation, ça fournit un numéraire qui est personne ne s'est amusé à le faire en fait, mais moi je le vois sur la maîtrise, enfin sur la grande maîtrise de Toulouse, c'est énorme en fait ce que ça génère comme argent de revenus. Donc voilà, les mâts oui, les résineux effectivement, mais l'argent avant toute chose. C'est l'âge de séminaire de la guerre de toute façon. Allez, et je finirai là-dessus. Si bon PowerPoint doit bien se remettre. Voilà. Dans les registres, qu'est-ce qu'on trouve? Du coup, on a nos synthèse, donc on récupère en fait tous les procès, on va donner les jugements de chacun des procès qui s'est tenu, on récupère, enfin on recopie les plans, on recopie les procès-verbaux de visitation, d'arpentage, de mesurage, et on remet dedans, alors d'une part, les pièces de procédure précédentes produisent par exemple le Parlement ou les institutions forestières d'avant. Donc là par exemple, on a le règlement forestier du sieur de Papus, lieutenant général des eaux forêts à la table de marbre en 1561. Donc celui-ci, on le récupère parce que ça va servir de socle aux procédures juridiques que l'on fait après. On trouve aussi, et ça c'est super intéressant, les ressorts. C'est très rare en fait. Le ressort, c'est-à-dire que comme on ne sait pas qui possède quoi et qu'on ne sait pas qui dépend de qui, en créant ces nouvelles maîtrises de eaux et forêts, puisqu'on passe quand même de 6 maîtrises à 11, Louis de Froidour va inventorier toutes les communautés d'habitants dans chacune des maîtrises. Et ça, pour l'Ancien Régime, c'est extraordinaire comme source. Parce qu'en plus, il le fait en indiquant à chacune d'entre elles les rattachements judiciaires de premier niveau. Donc, si ça appartient à la Chaussée Machin, à la baronnie Bidule, etc. Donc, pour reconstituer en fait un espace judiciaire vécu et non pas seulement imaginé par une administration, c'est super chouette. Voilà, donc on trouve les synthèses de chacune des pièces procès. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais, hein, c'est super bien écrit la plupart du temps. Pour le XVIIe siècle, c'est vraiment lisible, presque sans paléographie.
Et puis enfin, ces registres, c'est vraiment un instrument de connaissance et ce faisant un instrument de domination. Puisque cet espace arpenté, une fois qu'il est connu, une fois qu'il est mis en données, qu'il est mis en papier, alors il est porté en carte. Donc on a la carte, on a le plan forestier, mais on a aussi la carte des maîtrises. Alors malheureusement, elles ont été utilisées par la conservation des eaux et forêts au XIXe siècle, ce qui fait qu'on les a plus. On sait qu'il y avait d'énormes cartes sur la toile enduite, il me semble, et sur un cadre en bois, qui servait justement aux officiers des eaux et forêts de savoir se repérer en fait. Et on a celle-ci, donc là en l'occurrence, elle est inversée, ça ce sont les Pyrénées, ça c'est l'Armagnac. On a Saint-Orens, voilà, on a Castelnau-Manoac d'Antoine Dupont qui est ici, et Massobe qui est là, Mirande qui est ici. Et voilà, donc en fait on a la délimitation visuelle des maîtrises particulières ou des institutions constituant les maîtrises particulières. Encore une fois, un instrument de pouvoir et de domination pour la puissance publique. Voilà, alors si je dois conclure, parce qu'on pourrait dire encore plein de choses, mais je pense que vous avez faim, et en tout cas moi aussi, ces archives, elles sont très riches et elles fournissent vraiment un instantané de la vie judiciaire, de la vie forestière à un moment donné. Malheureusement, et c'est peut-être le plus frustrant quand on travaille sur Lutte Froideau ou quand on travaille sur ce front-là, c'est que au décès de Lutte Froideau en 1685, on est dans un moment où le royaume n'est plus en paix, n'est plus en guerre, mais pardon, il n'est plus en paix, il est complètement en guerre. Donc, ça veut dire qu'on va avoir besoin de beaucoup plus d'officiers, donc pour avoir plus de rentrées d'argent de la part de la puissance publique. Donc, on va détricoter tout ce qu'a fait Froideur. Et lui, et d'ailleurs les autres réformateurs, les maîtrises particulières d'autres parts de France, ce qui fait que une grande partie du travail va tomber en quenouille. Il n'y aura plus de systématisation archivistique, il n'y aura plus d'espace judiciaire qui fonctionnera plutôt pas mal. Les officiers qui ont été commis par Froideur vont partir parce qu'on leur demandera de racheter leurs charges. Donc on va être remplacé par des personnels moins capables ou moins au fait des us et coutumes. Bref, ça ne fonctionnera pas comme ça aurait dû fonctionner. Il y a juste ce moment-là, la réformation de Froideur, qui produit toutes ces archives, qui est une parenthèse, et elle est tellement importante qu'on trouve souvent dans les registres le dossier ou le machin ou le plan bidule a été enlevé des registres pour être déposé dans le bureau du conservateur X ou Y à Toulouse ou dans les autres conservations au XIXe siècle. Parce que jusqu'à l'arrivée de la conservation des eaux et forêts au XIXe siècle, c'est vraiment le fonds forestier qui fait office de référence pour tout le Midi.